Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de votre podcast Entrepreneurs d'idées du réseau Apogée. Aujourd'hui, je vous emmène à Montpellier à la découverte d'un projet de création d'une maison de vie inspirée par le principe du béguinage et des colocations intergénérationnelles. L'idée est d'accueillir des personnes fragiles, fortement dépendantes, dans un lieu de vie partagé avec des étudiants qui s'engageront bénévolement dans ce projet contre un loyer modéré. Pour l'occasion, Bertrand Billot se fait le porte-parole du groupe des 12 fondateurs de cette maison de vie. Vous retrouverez cet épisode sur vos plateformes habituelles de podcast. Mais tout de suite, place à notre conversation. Bonjour Bertrand Billot. Bonjour. Vous êtes porteur d'un projet à Montpellier dont on va parler aujourd'hui. Ce projet est lié à une idée qui vient du béguinage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le béguinage ? Alors le béguinage, c'est une maison d'accueil, enfin une maison ce sont des maisons en réalité, qui ont commencé à naître au XIIIe siècle et puis qui ont fleuri de façon assez importante dans les années 1870, à l'occasion de la guerre, où beaucoup de femmes de mères de famille se retrouvaient seules, sans mari, le mari qui était mort à la guerre, et qui se réunissaient en fait pour associer leurs forces, associer leurs difficultés, associer leur tristesse, leur joie aussi, leur famille, leurs enfants, autour d'une maison commune, donc permettant de gérer la ferme, de gérer les besoins vitaux, de gérer l'éducation des enfants dans une même maison, dans un même lieu. Et le béguinage aujourd'hui alors prend quelle couleur ? Alors le béguinage aujourd'hui prend une couleur un tout petit peu différente, effectivement, on usurpe un peu la définition initiale. C'est l'idée de porter des projets non plus en silo, c'est-à-dire de mettre par exemple les retraités dans un silo, de mettre les enfants dans un autre silo, de mettre les couples dans un autre silo. Là, c'est justement un espèce de petit mélange, un kibbutz, quoi, on pourrait dire. Je pense que c'est une bonne définition. Le béguinage, c'était le kibbutz sans les hommes. Voilà, le béguinage aujourd'hui revient un peu en mode kibbutz. Et du coup, pour être concret, votre projet à Montpellier va prendre quelle tournure ? Alors, notre projet à Montpellier prend une tournure toute simple. On veut accueillir des personnes fragiles, des personnes fortement dépendantes, d'ailleurs probablement pas très loin de la fin de vie, et de les accompagner avec notamment des étudiants qui bénéficieront de loyers modérés pour être aussi au service de ces personnes fragiles. Et quels seront les différents types d'habitants finalement de ce lieu ? Alors essentiellement donc des personnes fragiles, des personnes soit très dépendantes pour des raisons intellectuelles, enfin des maladies mentales, soit pour des raisons de fin de vie, et puis des étudiants, et puis tout un collectif de gens bénévoles qui viendront les accompagner, mais les habitants principaux ce seront ces personnes fragiles et les étudiants. Et pourquoi associer justement des étudiants à cet endroit-là, précisément pour demander aux étudiants contre loyer modéré d'être au service des personnes fragiles. Alors on précise que Montpellier est une ville très étudiante, avec énormément d'étudiants qui arrivent, donc un turnover assez fort. L'idée d'avoir un turnover malgré tout assez fort finalement chez les jeunes habitants et certainement plus de pérennité chez les personnes plus fragiles. Plus de pérennité chez les personnes fragiles, turnover plus important chez les étudiants, mais en fait effectivement, vous l'avez dit, Montpellier est une ville assez étudiante, donc gérer le stock, c'est pas un très joli terme, mais gérer le stock des étudiants n'est pas très très difficile dans une ville comme Montpellier. Et du coup, pour mettre en place un tel projet, est-ce que vous êtes allé visiter d'autres types de béguinage, d'autres types de vie collaborative ou d'autres... Alors, on en a visité quelques-uns. Alors, essentiellement, dans un premier temps, autour des unités de soins palliatifs, parce que c'est la première idée qu'on a eue, c'était celle-ci, c'était créer une maison de vie pour accueillir des gens certainement en fin de vie, ou en tous les cas pas très proches de la fin de vie. Et en fait, on a un tout petit peu changé de braquet depuis, donc pour le moment, on n'a pas réellement rencontré des solutions de béguinage, mais on cherche à se mettre en rapport avec eux. On pense aux maisons Lazare, par exemple, qu'on essaiera un jour ou l'autre d'aller rencontrer. Voilà, toutes ces solutions de logement inclusif qui nous paraissent tout à fait intéressantes. Comme on est vraiment à l'origine de notre projet, on a encore un peu le temps d'aller voir d'autres solutions pour adapter notre projet à ce qui se fait déjà. Alors on s'est vu il y a une grande année maintenant, lors des rencontres Apogée en septembre 2019 à Lyon. À l'époque, vous nous aviez présenté une idée. Aujourd'hui, l'idée commence à se concrétiser. Où est-ce que vous en êtes exactement ? Alors on en est effectivement, le canevas même de l'idée est maintenant plus seulement embryonnaire, il est écrit sur un papier.
là aussi, ce sont des termes qui ne sont pas tout à fait adaptés au projet, mais le business plan est rédigé. On sait à peu près où on va, on sait les moyens que ça va nous demander. On est en train de viser un lieu, précisément à Montpellier. Je ne peux pas en dire plus malheureusement aujourd'hui parce que ce n'est pas suffisamment avancé, mais voilà, que notre idée commence à devenir très concrète autour d'un lieu. On sait le nombre de personnes qu'on peut accueillir. Combien de personnes d'ailleurs? Alors, à peu près 20 personnes fragiles, comme je le disais tout à l'heure, et puis une vingtaine d'étudiants. On sait qu'on est capable de faire ça sur ce lieu-là à proprement parler. Donc voilà, on est plus très loin de... J'ai presque envie de dire de poser la première pierre, mais on attend encore des accords pour pouvoir le faire. Notamment sur l'espace d'accueil. Exactement. 20 personnes accueillies, pourquoi? Parce que cet espace-là le permet? Parce que ça vous semble être un chiffre... Exactement, parce que cet espace le permet. En fait, avant, on raisonnait un peu, j'ai envie de dire un peu comme dans n'importe quelle idée, on raisonnait sans savoir exactement où on allait. Dès que vous pouvez poser clairement votre projet sur un lieu, vous pouvez définir réellement le nombre de personnes qui peuvent être accueillies, le nombre de personnes dont on a besoin pour les accueillir, le nombre d'étudiants qu'on est capable aussi d'accueillir sur le lieu. Enfin voilà, dès que tout ça devient un peu incarné à partir du moment où on a un lieu physique sur lequel on peut porter notre projet. Donc on n'est plus dans l'incantation, on est plus dans le concret maintenant, très clairement. Et du coup, 20 personnes accueillies, 20 étudiants, ça nous amène à combien de bénévoles et combien de professionnels sur place? Alors les étudiants font partie du contingent des bénévoles. On a imaginé qu'à peu près une quinzaine de personnes bénévoles pouvaient travailler aussi avec nous en surplus. Et puis on a aussi un certain nombre de personnes salariées dans cette équipe qui seront essentiellement du personnel soignant d'ailleurs, pour pouvoir gérer la coordination en fait de ces services bénévoles auprès des personnes fragiles. Et surtout, voilà, la question qui m'intéresse, c'est le point de départ de ce projet-là. Qui porte le projet aujourd'hui? Alors le point de départ de ce projet-là, c'est une discussion de salon avec une amie qui est médecin, qui est gériatre, qui s'occupe de personnes âgées, de personnes gravement dépendantes ou fortement dépendantes, pour dire les choses plus simplement, et qui a constaté qu'il y avait un peu un trou dans la raquette. C'est-à-dire à partir du moment où l'hôpital ne peut plus s'occuper de ces personnes-là, elles sont renvoyées chez elles, et ça laisse porter du coup de graves difficultés et ou au couple, si jamais un des deux est un peu moins dépendant, et ou à la famille, si jamais il y a des enfants dans le coin. Et donc voilà, ces personnes-là se retrouvent vite toutes seules, vite débordées et vite fatiguées. Et il n'y a pas de réponse faite, si ce n'est les EHPAD, mais les EHPAD, c'est pas très réjouissant aujourd'hui. On n'a pas trop envie d'y aller, on n'a pas trop envie d'imaginer ses parents y aller, on n'a pas trop envie de s'imaginer soi-même dans quelques années dans ce genre d'établissement. Et donc, comment répondre à ce trou dans la raquette? Voilà. Et donc, cette médecin a construit un projet, nous a parlé à de nombreuses reprises de ce projet-là, avec toute une équipe. On est 6 couples qui animons ce projet. Elle nous a séduit aussi sur cette lecture de la fragilité, sur cette lecture du service à rendre aux personnes fragiles. Elle nous a présenté aussi une personne, en la personne de M. Benezech, qui est docteur aussi à Montpellier, qui s'occupe de l'unité de soins palliatifs de Montpellier, une unité mobile de soins palliatifs, et qui dit en substance, effectivement, soigner nos anciens, soigner nos malades, soigner les personnes fragiles, c'est assurer un avenir à notre société. Et donc voilà, c'est à l'issue de ces échanges-là, de ces discussions-là, que le projet est né. Et donc, il est né dans sa tête et après partagé avec 6 couples. Et donc c'est 6 couples qui se connaissaient par ailleurs, qui ont cheminé ensemble, qui ont eu envie de porter ce projet-là? C'est ça, et qui ont été tout à fait séduits par le projet, qui sont tous différents. D'ailleurs, vous avez des chefs d'entreprise, vous avez des directeurs de ressources humaines, vous avez des directeurs administratifs et financiers, vous avez des gens qui travaillent dans le bâtiment, vous avez des infirmières, beaucoup d'infirmières qui travaillent dedans, des personnes aussi qui travaillent dans le milieu bénévole. Donc c'est ce petit mélange de compétences, des gens qui sont très investis aussi dans la vie de Montpellier. Ce petit mélange de compétences fait que voilà, on peut tous aller dans le même sens et on peut tous porter ce projet dans le même sens. Et cette somme de talents était là au départ du projet depuis un an, ou c'est des personnes qui ont intégré au fur et à mesure? C'est des personnes qui ont intégré au fur et à mesure. Les premiers, vraiment les premiers couples qui se sont investis, c'est l'échange que moi j'ai eu avec ce docteur-là, avec ce médecin. Et puis petit à petit on s'est dit il faut qu'on réunisse du monde autour de nous. Un premier cercle un peu réduit, puis rapidement un deuxième cercle.
Et pour le moment, on reste à ces 12 personnes parce qu'on pense que c'est suffisant, mais je pense que le cercle s'élargira, à mon avis, à mesure que le projet deviendra réellement concret. Et si on parlait concrètement financier, comment est-ce que le modèle économique est prévu? De quels fonds est-ce que vous disposez? Alors aujourd'hui, on a un fonds de dotation qui nous accompagne, qui serait qui serait acquéreur du lieu physique sur lequel on a des visées. Alors je ne peux pas en parler de façon très concrète pour les raisons que vous connaissez. On a besoin d'être encore un peu discret tant que tout ça n'est pas complètement décidé, mais un fonds de dotation qui nous aiderait en fait à acquérir le lieu. On deviendrait un locataire de ce fonds de dotation, un locataire sous forme probablement de bail amphithéotique. Et puis on investirait nous probablement un certain nombre de travaux pour adapter en fait les lieux à l'accueil des personnes fragiles. Et on a imaginé pour le moment, même si c'est encore dans les grandes mailles du projet, on a imaginé que le projet à financer était aux alentours de 3 millions d'euros. Et après, on a bien vu que tout ça, avec les 3 millions d'euros, avec l'acquisition par ce fonds de dotation, était viable. Et donc, on se dit, ben voilà, il est temps d'y aller, il est temps d'avancer, il est temps de s'engager, en fait, autour de ce lieu. Voilà. Quelle forme juridique est-ce que vous pensez créer pour porter ce projet-là? Pour le moment, on a imaginé que ce serait une association de loi de 1901. Et on a imaginé que dans le conseil d'administration de l'association loi 1901, il y aurait une répartition des rôles entre cette équipe qui a initié le projet, des représentants éventuellement des locataires, des résidents personnes fragiles, et des représentants du personnel soignant. Voilà, mais c'est encore un peu embryonnaire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui évolueront d'ici là, mais c'est pour le moment l'intuition qu'on a, qui nous semble être la plus juste. Avez-vous des partenaires déjà qui se sont engagés à vos côtés, à part ce fonds de dotation finalement qui est déjà présent? Personne ne s'est réellement engagé. On sait par contre qu'en ayant présenté le projet à plusieurs reprises, notamment dans le cadre de la journée Apogée il y a un an, oui c'est ça, un an et demi, c'était au mois de septembre 2019 ou septembre, c'est ça. On sait qu'on a intéressé, et on a beaucoup de personnes intéressées, on a beaucoup de fonds intéressés, on a beaucoup d'associations intéressées. Il y a beaucoup de projets de ce type-là qui sont nés aussi un petit peu partout en France et qui ont partagé beaucoup, qui nous ont donné beaucoup d'idées, beaucoup d'informations. Donc on n'a pas de partenaire encore officiel. Encore une fois, tant que le lieu n'est pas réellement choisi et tant qu'on ne sait pas si on peut réellement porter le projet sur le lieu, difficile d'avoir des partenaires fiables. C'est plutôt des intentions qui ont été données pour le moment. Pour que le projet puisse se réaliser aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous manque réellement ? Alors déjà, il faut qu'on puisse définitivement avoir un accord sur le lieu. Et une fois qu'on a un accord sur le lieu, il faudra qu'on aille chercher des aides financières, d'autres fonds de dotation, notamment pour réaliser nos travaux à l'intérieur de ce lieu. Il faudra aussi des gens qui nous aident à accompagner ce projet, parce qu'il est encore un peu embryonnaire. Il y a peut-être des choses qu'on n'a pas bien vues. On a besoin de conseils en la matière. On a besoin de conseils notamment juridiques. Voilà, il y a encore plein de choses à faire, mais plein de belles choses à faire. Et est-ce que vous avez rencontré des freins, des contraintes qui vous ont vraiment mis en difficulté, repoussé le projet ? Les freins et les contraintes, elles sont de mon point de vue de deux ordres. Alors, c'est un peu difficile pour moi de le dire parce que je les porte pas, moi, intérieurement. Je suis quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant. Je ne m'arrête pas sur des difficultés. J'ai tendance à, au contraire, même les aimer pour pouvoir les contourner. Je trouve intéressant de ne jamais avoir les choses naturellement, qui s'aplanissent devant vous. Au contraire, il faut y aller. Plus route sinueuse qu'autoroute. Exactement. Voilà, j'aime mieux, effectivement, conduire sur ces routes-là. Je trouve ça plus intéressant. Mais en réalité, il y a plusieurs choses. C'est qu'effectivement, comme notre projet est un tout petit peu... Alors, il n'est pas tant innovant qu'audacieux. C'est-à-dire, effectivement, on ne veut pas, par exemple, si on accueille des personnes en déficience mentale forte, qui sont très dépendantes, on ne veut pas que ce soit dans des circuits fermés. On ne veut pas se protéger derrière des circuits fermés. Ce qui nous importe, c'est la personne. Ce qui nous importe, c'est comment on peut soigner et aider réellement la personne et qu'elle garde toute sa dignité, toute sa beauté, toute sa grandeur. Si vous les enfermez, vous rendez ces gens-là irascibles, difficiles, compliqués. Vous leur donnez envie de s'échapper, et elles auront raison d'avoir envie de s'échapper. Et donc, ce qu'on veut, nous, c'est éviter ça. Et donc ça, c'est déjà des premiers freins, parce que on a tendance, et on le voit bien d'ailleurs en cette période de Covid, j'en profite pour passer un petit message, mais
On veut souvent se protéger derrière des normes, derrière des règles, on pense qu'on est libre derrière ça, alors qu'en réalité, on est plus souvent enfermé qu'autre chose. Et donc, on veut déjà dépasser ce cap-là. Donc ça, c'est pas toujours facile de le comprendre, de l'appréhender, de l'accepter et de l'assumer. La deuxième difficulté, elle tient essentiellement dans le fait d'aller trouver des partenaires qui comprennent ce premier enjeu. On a déjà eu l'occasion de présenter notre projet à plusieurs reprises et parfois on a des gens qui se reculaient un peu en disant mais j'y mettrai même pas mes parents, tellement j'aurais peur que vous ne soyez pas responsable. Bon voilà, et en fait il faut continuer à vendre auprès de ces gens-là l'idée que ça puisse être possible. Et quelle ambition à moyen terme, si on se projette à 3 ans, à 5 ans? Déjà de réussir à poser la première pierre et d'être vraiment dans la réalisation concrète, là, parce que tout ça c'est sur papier. Maintenant, moi il me tarde de voir les choses réellement se mettre en place, il me tarde d'accueillir nos premiers résidents, il me tarde d'être dans effectivement l'exécution de ce en quoi je crois, de ce en quoi cette médecin croit, parce qu'on aura des difficultés, on aura des moments douloureux, mais c'est là que c'est intéressant au fond. C'est pas dans le dessin papier ou dans la réalisation papier de notre projet. Je suis chef d'entreprise, j'ai monté plusieurs boîtes, j'ai vendu plusieurs boîtes. La réalisation papier, c'est intéressant, ça vous amuse un peu. Ça donne un cap. Mais voilà, c'est pas plus intéressant que ça. Il est temps de mettre les voiles sur le bateau et de prendre le cap. Et si demain quelqu'un écoute cet épisode et a très envie de rentrer en lien avec vous, pour une raison ou pour une autre, comment c'est possible? Il prend contact directement avec moi. Je pense que vous mettrez les coordonnées sur le lien. Notre porte est ouverte à toute proposition en la matière. Il faut rester curieux et ouvert. Bertrand Billot, merci pour cet échange et bon courage. Rendez-vous dans 1 an pour faire le point sur l'avancement du projet. J'espère au moment de l'inauguration définitive du projet, ce serait top. Avec plaisir. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura nourri sur la question du lieu de vie et d'accompagnement des personnes fragiles et dépendantes. Merci à Bertrand Billot et bravo à toute cette équipe engagée. On vous souhaite de réussir à faire sortir cette maison de terre prochainement. J'ai retenu de cet échange 4 clés de réussite que je vous partage ici. Le premier, c'est qu'il faut s'inspirer de projets existants. Le second, créer une équipe aux compétences complémentaires. Le troisième, c'est que trouver un lieu concret est nécessaire pour définir le contour exact du projet. Et enfin, avoir conscience des risques pour les maîtriser et anticiper les situations. Vous retrouvez les références citées par Bertrand Billot dans le descriptif de l'épisode sur vos plateformes d'écoute. Rendez-vous début janvier pour notre prochain épisode.